Bonjour à toutes, bonjour à tous. On m'a demandé de parler des compétences dans le cadre du numérique, ce que je vais faire bien volontiers. Et on m'a aussi demandé d'être court, donc j'en vois qui se disent c'est pas possible. Alors pour m'obliger à me tenir à ce que j'ai prévu, j'ai fait quelques diapositives pour montrer aussi que je maîtrise la technique. Je voulais rebondir sur une des phrases de Yael Esvalter qui nous met face à cette difficulté, cet enjeu qui est de passer de la massification à la démocratisation. C'est-à-dire que on envoie désormais tous les élèves, tous les enfants à l'école et on les garde le plus longtemps possible. Le problème, c'est de faire en sorte qu'ils parviennent chacun au plus loin de ce qui est possible pour lui. C'est ça la démocratisation, c'est de leur permettre d'aboutir et pourquoi pas de réaliser leurs rêves. Une professeure a dit un jour, dans un travail que je faisais, je suis une briseuse de rêves. C'est difficile à entendre. Une compétence, pour revenir sur... si une compétence est un savoir agir, on se rend compte que désormais, on doit passer de situations où on mettait l'élève face à des réponses, il fallait qu'il réponde à des questions, de nombreuses questions, et on passe désormais à des consignes, c'est-à-dire qu'on utilise de plus en plus des verbes d'action, et on doit mettre l'élève avec ces verbes d'action, comme expliquer, montrer, etc., qu'il doit réaliser quelque chose. Ces situations, on essaye de faire en sorte qu'elles soient le plus ouvertes possible, de manière à lui laisser un choix. Et faire en sorte qu'il ait plusieurs tâches à réaliser sans qu'on lui donne l'ordre dans lequel il doit réaliser ces tâches. Ce qui lui laisse évidemment une liberté et une nécessité de choix. Cette complexité est à géométrie variable. Elle peut se réaliser sur une séance d'1h30, voire sur une petite activité de 40 minutes. Elle peut aller jusqu'à un TPE en première, ou un IDD au collège, ou un travail sur l'orientation, sur l'année, où l'élève doit construire un parcours et mettre en œuvre des savoirs, des savoir-faire et surtout des savoir-être. Alors le problème, c'est quel est le problème? C'est-à-dire en quoi c'est nouveau et en quoi c'est difficile et pourquoi est-ce que depuis 2005 désormais, avec la loi et le décret du socle 2006, on nous met en situation de faire travailler, alors par compétence, ou de travailler des compétences, d'évaluer par compétence, ou d'évaluer des compétences, avec une approche par compétence. Ce mot compétence qu'on met à toutes les sauces, il faut peut-être bien qu'à un moment donné, on se demande à quoi ça peut servir, quel est l'intérêt. Et je pense que Yael l'a montré. C'est-à-dire qu'on doit rendre l'élève en partie acteur de ses apprentissages. Ce qui enlève quand même une part de pouvoir au professeur qui jusqu'à maintenant était le détenteur des connaissances, était là pour les transmettre. Désormais, je m'attendais à ce qu'il le dise, mais il ne l'a pas dit, passer du face-à-face au côte-à-côte, c'est-à-dire que le professeur devient un accompagnateur des apprentissages, tout en conservant quand même une expertise, mais qui n'est plus la même. Les connaissances étant disponibles partout, l'enjeu n'est plus de les transmettre, mais d'apprendre aux élèves à se dépatouiller de l'ensemble des connaissances qui leur sont proposées. Le deuxième point, c'est que les élèves qui manquent, le premier point, c'est que les élèves qui manquent des outils de base qui permettent justement de se dépatouiller de cette foultitude d'informations, je vais le dire comme ça, parce qu'ils ne maîtrisent pas la langue, ils ne maîtrisent ni la lecture, ni l'écriture. Donc ce qu'ils lisent, ils le comprennent mal. Et ceux qui sont en difficulté en termes de, je vais dire, de métier d'élève,
qui n'ont pas compris pourquoi ils sont là, qui n'ont plus envie d'être là d'ailleurs. On a beaucoup de nos élèves qui n'ont plus envie d'être là. Et si on a un problème de décrochage, c'est aussi parce que les élèves, après un certain nombre de vicissitudes, ne veulent plus venir dans une institution où on ne reconnaît jamais ce qu'ils savent faire et où on exprime toujours, jamais toujours, que ce qu'ils ne savent pas faire. Donc toute la difficulté, c'est désormais avec les enfants dont on nous demande de nous occuper, parce que ceux qui réussissent ne nous posent pas de problème, à nous. Ils réussissent, et de toute façon ils réussiraient peut-être sans nous, parce qu'une partie du travail a été faite à la maison. Mais ceux qui désormais ont vraiment besoin de nous, parce que nous sommes peut-être les seuls qui peuvent encore leur remettre le pied à l'étrier, ceux-là, ils manquent désormais soit des outils, on va dire maîtrise de la langue, soit des comportements, compétences 7, autonomie, initiative, etc. Et c'est là qu'est l'enjeu. Et puis si on y regarde de près, les bons élèves scolaires, est-ce qu'ils réussissent si bien que ça? J'écoutais une émission l'autre jour sur France Inter, dont c'était les cinquantenaires, et ils se demandaient quelle était la place des filles, des femmes, des jeunes femmes, dans les médias. Et un des intervenants disait, les bonnes élèves, elles ont appris à passer inaperçues. Et qu'est-ce que c'est qu'être un bon élève? Au final, c'est faire ce qu'on nous demande sans faire de vagues. Et si les compétences commencent à agiter les grandes écoles, c'est parce que sur la scène internationale, nos très bons élèves formés dans les grandes écoles françaises, napoléoniennes, ne réussissent pas tant que ça sur le plan international quand ils sont en concurrence avec d'autres élèves étudiants qui peut-être sont moins performants, mais qui réussissent mieux qu'eux. Et ça interroge. Et quand PISA nous dit que quand nos élèves sont en situation de ne pas savoir dans quel domaine ils se trouvent, ils ne répondent pas. C'est là qu'est la difficulté. Pourquoi nos élèves n'osent pas? Pourquoi est-ce qu'ils n'osent pas se tromper? Comment peut-on faire en sorte que l'erreur devienne un moteur et pas une faute? Alors le problème, c'est maintenant... Ouais, la maîtrise, mais pas tant que ça. En quoi le numérique peut-il nous aider? Au papier quand même. Les procédures de base. C'est qu'un élève qui ne connaît pas ses tables de multiplication, qui ne connaît pas ses conjugaisons, qui ne connaît pas les règles de grammaire, comment voulez-vous qu'il les applique? Mais on a aussi des élèves qui savent les réciter, mais qui sont incapables de les utiliser dans une situation où la finalité n'est pas de les utiliser. Ils font des fautes d'orthographe et d'accord s'ils ne sont pas dans une dictée. Par contre, dans une dictée, ils peuvent faire attention et faire beaucoup moins de fautes. La difficulté aussi, c'est que faire des gammes, c'est bien, parce qu'il faut apprendre, mais il faut aussi apprendre quelque chose. Donc, concernant les difficultés qu'ont ces élèves, comment est-ce qu'on peut les inciter à faire des gammes? Comment est-ce qu'on peut les inciter à faire ce travail de base dont ils vont avoir besoin d'une manière ou d'une autre quand il va s'agir de mobiliser le savoir qui est mis à leur disposition. Et puis, dans la mobilisation justement de ces connaissances, en quoi est-ce que le numérique va servir de béquille? On le dira sûrement dans la journée, mais là aussi, elle aurait pu le dire, quand la tablette devient un outil comme un autre qui est à côté. Et que cette tablette me permet à un moment donné, parce que moi j'en ai besoin, moi élève j'en ai besoin, d'aller chercher une information. Le numérique est à disposition pour apporter des informations que normalement je devrais aller demander à l'expert qui est le professeur. Maintenant, l'information est disponible. Donc je passe. Je vais ça vous laisse la possibilité de lire et puis j'accélère. Les exerciceurs.
En quoi est-ce que le numérique permet, parce qu'il ne se lasse pas, d'aider l'élève à répéter les tâches à la maison, au CDI, en aide individualisée, peu importe. Comment est-ce qu'on peut l'accompagner sur un outil à s'entraîner? Est-ce qu'on entraîne suffisamment les élèves? Et qu'est-ce qui va lui donner envie de s'entraîner? Les ressources, Yael Alter le disait, sont innombrables, mais elles sont données en vrac. Et on n'a aucune... Comment est-ce qu'on est capable, quand on lit une information, d'en évaluer la pertinence, l'exactitude? Comment est-ce qu'on peut former les élèves à trier dans cette information? Informer n'est pas former. Former, c'est apprendre à trouver, à exprimer, à tester la qualité de l'information dont on dispose. Surtout que sur le net, on dispose de tout et de n'importe quoi. Et donc pour finir, ça veut bien s'afficher, le numérique comme auxiliaire d'apprentissage et de remédiation. Est-ce qu'on pourra dans la journée, on pourra sans doute, montrer que par le numérique, on peut donner à l'élève une autonomie pour, d'une part, s'entraîner et d'autre part, remédier lui-même à ses difficultés. Et le deuxième point, le dernier, c'est que est-ce que le numérique va nous permettre d'être plus exigeant dans ce qu'on demande à l'élève de réaliser, mais plus bienveillant dans les résultats qui sont attendus. Si l'erreur doit remplacer la faute, c'est parce qu'on doit demander à l'élève d'essayer avant de réussir, mais s'il essaye, il faut qu'il ait la certitude qu'on ne lui tiendra pas rigueur des difficultés et des erreurs qu'il commettra. Est-ce que le numérique nous aide par les productions qui sont possibles, par les outils d'envoi d'essais, etc. Est-ce que ce sera un moteur? Est-ce que c'est un frein?